Bonjour, bonjour et bon réveil à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr avec nous dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Bonjour d'Algérie qui durera jusqu'à 10h30 aujourd'hui et qui vous proposera une série de thématiques, des thématiques bien sûr qui vont osciller entre, je dirais, entre art et environnement. Ce matin, on va zoomer un petit peu sur une journée mondiale de l'environnement célébrée depuis 1974 par l'ensemble des nations du monde. C'est même la journée la plus importante célébrée par les Nations Unies et qui vise à encourager la sensibilisation et à fédérer les efforts et les actions autour, bien sûr, de la protection de notre environnement. Nous en parlerons tout à l'heure avec des spécialistes en la matière. Et puis, bien sûr, nous aurons l'occasion ce matin de revenir sur une exposition très importante qui marque une escale à Alger, une exposition qui a déjà parcouru différentes capitales européennes et aussi qui a parcouru l'ensemble de l'Espagne. Il s'agit de l'exposition 10 ans de prix nationaux de l'artisanat espagnol. Et oui, 10 ans de diversité, d'évolution, de différentes empreintes, et puis qui valorise justement la dextérité de l'artisanat et de l'art dans le pays ibérique. Donc, tout à l'heure, des invités pour parler de cette exposition, en l'occurrence, la commissaire de cette exposition, Madame Laura Miguel, mais ainsi que l'attaché culturel de l'ambassade d'Espagne à Alger, Araflor Albuquerque. Donc ce matin, nous aurons plaisir de retrouver, comme chaque mardi et vendredi, le docteur Greg Hassen, donc cet astrophysicien qui s'est complètement investi dans la mise en valeur des symboles de la culture islamique. Aujourd'hui, zoom avec lui sur une personnalité marquante de l'art algérien. Il s'agit de Amar Ben Smeya, donc un artiste, mais aussi un calligraphe qui a évolué durant le siècle dernier, les débuts du siècle dernier. Voilà qui est dit par rapport à l'intervention de M. Greg Hassen cette semaine. Et puis, comme chaque semaine également, tous les mardis, Nassiba Jaïdir nous accompagne sur ce même plateau pour mettre en valeur les empreintes de l'art algérien. Aujourd'hui, elle a choisi de zoomer sur l'artiste peintre, la calligraphe également, donc Saleha Ben Khalifi. Aujourd'hui, voilà un petit peu pour ce qui est du volet artistique, comme je le disais tout au début de ce sommaire. Et puis, nous parlerons également d'environnement dans cette émission à travers donc nos invités également. Tout à l'heure, donc, on retrouvera toutes les personnes que je viens d'annoncer, mais avant, place à la météo avec Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien. Oui. L'odeur du café vous manque? Oui. Un petit peu quand même. On est au 20e jour. Voilà, c'est la dernière ligne droite de ce mois de carême. Non, mais je me rattrape bien le soir. Hein. Quand même. Oui. Mais ça empêche de dormir le café, non? Eh bien, pas du tout. Pas du tout? Pas sur moi. Ça n'agit pas sur... Même pas. Ah bah c'est super, vous avez de la chance, hein? Beaucoup. Oui, génial. Mais ça va? Le mois de Ramadan, ça se passe bien? Pour le moment, ça va, oui. On ne s'est pas beaucoup rencontrés durant ce mois sacré. Du tout, c'est la première fois. C'est la première. Ouais, je l'avais senti. Je l'avais senti. En tout cas, c'est avec plaisir, Mina, et puis c'est avec plaisir que j'imagine que les téléspectateurs sont toujours impatients d'en savoir plus sur les nouvelles du ciel chaque matin. Tout à fait. Alors, qu'en est-il d'aujourd'hui? Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel restera voilé, un peu nuageux sur l'ouest et le centre, de plus en plus nuageux sur les reliefs intérieurs et les Aurès avec des orages, des pluies parfois sous forme d'averses, notamment à l'ouest et au centre. Et puis ces pluies seront accompagnées parfois de grêle. Ça va s'améliorer en fin de soirée sur l'intérieur ouest. Sur la partie est, le ciel restera dégagé, à partiellement voilé en journée sur les régions sahariennes. Entre un ciel passagèrement nuageux, notamment sur la Saoura, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili et le Sahara oriental, avec quelques orages isolés, du soleil sur le Sahara central ou encore le sud-ouest. Les températures de cet après-midi seront plutôt agréables, avec sur la moitié nord 27 degrés à Tizi Ouzou, on sera 21 degrés à Oran, Tlemcen, 28 à Hannaba, 27 degrés à Sétif, 37 degrés à Ghardaïa, 34 degrés
À Béchar, 36 à Tindouf, 42 degrés à Adrar, 44 à Ain Salah. Et enfin, 46 degrés, ce sera la maximale à Borj Beji Mokhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on aura un ciel couvert avec des orages, des averses également à Paris. Bordeaux, on aura un ciel nuageux à Dublin ainsi qu'à Madrid, Lisbonne. Plutôt dégagé à Rome, ainsi qu'à Athènes. Côté Mercure, on relèvera 30 degrés à Budapest, 29 à Bucarest, 34 degrés à Athènes, 27 à Rome, 24 degrés à Berne, 25 à Paris, 21 degrés à Bordeaux et enfin 18 à Madrid. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Et sur ces images très fleuries du jardin d'essai, le jardin d'Alger, le poumon d'Alger, j'ai plaisir à recevoir aujourd'hui une autre fleur, deux autres fleurs en fait, Anna Flor et Albuquerque. Merci. Est-ce que c'est correct? C'est correct, Albuquerque, parfait. Alors il y a la fleur et il y a Alburkouk dans votre nom. Voilà, ça vient de l'arabe, ça signifie, si je ne me trompe pas, prune. Les prunes, effectivement. Alburkouk, c'est les prunes, effectivement. Et c'est vrai qu'en Andalousie, les jardins étaient très fleuris, très parfumés et aussi contenaient énormément d'arbres fruitiers, dit-on. Voilà, et ça c'est l'origine de mon nom. Alors, après le nom, bien sûr, il faut quand même spécifier la fonction parce que vous êtes attaché culturel de l'ambassade d'Espagne à Alger. Voilà, je suis arrivée ici il y a 2 ans. Très bien. Et je suis la programmation culturelle de l'ambassade en coordination avec les directeurs de l'Institut Cervantes d'Alger. Très bien. On fait une programmation très diverse et complète avec la collaboration du ministère de la Culture qui nous appuie, nous conseille, nous accompagne dans ces processus intéressants. Très bien. Et dans votre programme aujourd'hui, voilà, vous n'êtes pas seul puisque vous allez annoncer un très bel événement. Vous êtes accompagné de Madame Laura Miguel, commissaire d'une très belle exposition qui a abouti à Alger, donc son escale algéroise. Fort heureusement, avec quelques petites difficultés quand même à installer les choses. C'est bien cela. Oui. Quelques petits reports, mais on y arrive enfin. On est arrivé, oui. Bonjour. Bienvenue à Alger. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, l'exposition s'intitule 10 ans de prix, c'est ça, de prix Oui. nationaux d'artisanat en Oui. Espagne. C'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est une exposition commémorative de 10 premières années de prix national de l'artisanat. Très bien. On va parler en détail de ces concours initiés en Espagne à l'effet d'encourager l'artisanat dans votre pays. Mais avant, parlons un petit peu des partenaires, ceux qui ont soutenu ce projet, permis justement à ce projet d'aboutir. Je pense que vous êtes plusieurs. Il y a l'Institut Cervantes, entre autres, l'ambassade. Est-ce qu'on peut citer les autres partenaires? Bien sûr, c'est l'école d'organisation industrielle auquel Fundesarte appartient. Oui. Et voilà le ministère de la Culture. Dans ce processus, on était 4 partenaires qui ont travaillé très bien ensemble. Et voilà, on vous suggère de visiter tous l'exposition. Très bien. Vous venez de citer une institution, Fundesarte. Comment vous le prononcez? Fundesarte. Fundesarte. Mais ça Fundesarte. Donc, dans Fundesarte, il y a fond
Voilà. C'est le fond d'aide, quelque part, Voilà. des arts en Espagne. Et bien sûr, la commissaire de l'exposition ici présente, Madame Laura Miguel, est responsable de fonder ça. Oui, c'est ça. Oui. Oui. On travaille pour la promotion de l'artisanat espagnol, en Espagne et ailleurs. Voilà, quelque part, cette exposition, c'est aussi un double objectif, si j'ai bien compris. C'est aussi promouvoir les actions de cette institution et voir un petit peu ce que peut offrir ce fonds d'art. Tout à fait. Et nous avons une longue histoire de coopération dans l'artisanat, l'Espagne et l'Algérie. Il y a toujours ce chemin d'aller-retour qui est très intéressant. Et vraiment, nous sommes ravis de voir qu'au Palais de la Culture, on a l'exposition espagnole, mais aussi l'exposition algérienne. Et j'aimerais que Laura nous explique une petite pièce d'art qui vraiment nous unit au rang l'Espagne, en fait. D'accord. Oui, on a une pièce à notre exposition. C'est une petite réplique d'un projet qu'on a fait à Oran. Très bien. C'est le palais de congrès et la façade, elle est faite par des artisans espagnols. Très bien. Et c'était très intéressant parce que les constructeurs ils voulaient qu'on fait tout à la main, mais dans 3 mois. Donc c'est presque possible qu'un artisan seul peuvent faire une chose comme ça, non? Donc, ce sont des artisans espagnols qui se sont associés. C'est Cerámica Artística de San Ginés, c'est l'entreprise qui a commandé ça. Et ils ont réussi à faire toute la façade du palais des congrès d'Oran dans 3 mois. En céramique. À la main, en céramique, à la main. Et manuellement. Oui, c'est excellent. Ça. En fait, c'est vrai que ça fait partie d'un ensemble dans ce quartier qui devient très intéressant. Nous avons un hôtel prestigieux qui fait appel aussi à un artiste algérien, Boumehdi en l'occurrence, avec cette fresque murale aussi qui est immense et qui est comme ça juste à côté du Palais du Congrès. Et c'est bien ce complément donc, dans l'établissement mitoyen. Donc, on a la présence de l'empreinte espagnole. C'est excellent. Aujourd'hui, donc, cette empreinte espagnole sera visible au Palais de la Culture et mettra en valeur les efforts des artisans donc, espagnols, leur dextérité, leur savoir-faire, donc sur 10 ans de concours ou combien? Un peu plus peut-être? Oui, maintenant... 10 concours en tout cas, sur 10 concours. Oui, non, ce sont aussi 10 ans. Oui. Et, oui, on a déjà fait la 11e édition, mais ici on présente les 10 vainqueurs des éditions précédentes. Oui. Jusqu'en quelle année? 2016. Jusqu'en 2016. Oui. Voilà, donc 2006-2016. C'est vrai que ces concours ont été lancés en 2006 en Espagne. C'est ça, par le ministère de l'Industrie. Oui, c'était dans quel but? Est-ce que l'artisanat espagnol est quand même apprécié, très convoité par les touristes, etc. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'être boosté? Oui, il y a besoin de ça. Parce que parfois, on n'a pas... il n'est pas très bien considéré. Et on a vu que c'était nécessaire de le mettre en valeur, de le montrer au public, de faire ces prix. Il y a des prix de tout, du cinéma, de bouquins, de la littérature, de tout, mais il n'y avait pas de prix de l'artisanat. Il fallait un prix aussi pour les artisans. Donc il fallait, c'est ça, il fallait les promouvoir. Donc c'est le ministère qui a décidé de mettre en marche ces prix pour la mise en valeur de l'artisanat. Et le fonds d'aide est né avant ou pendant cette période? On existe déjà plus de 33 ans et on travaille pour la promotion de l'artisanat et à travers des projets comme les prix ou des expositions comme celle-là qu'on a portée maintenant et des journées de métiers d'art qu'on fait aussi en Espagne. Donc on fait des activités de promotion. D'accord. Très bien, excellent. En tout cas, voilà, ça a permis d'aboutir quand même à des valeurs sûres dans l'artisanat espagnol qui expose actuellement donc à travers l'Europe, pas seulement en Espagne, c'est bien cela. Oui. Et cette exposition en particulier a beaucoup tourné, c'est bien cela?
Oui. Elle a beaucoup tourné dans les capitales européennes. On l'a tourné en Espagne et aussi en Europe. On l'a porté en Slovaquie, en Slovénie et on espère continuer. Oui. Très bien. Donc voilà, aujourd'hui, elle aboutit à Alger. Donc, qu'en est-il donc de l'ambassade et de ce que ressent le personnel de l'ambassade par rapport à cet événement? Donc, comment il est ressenti dans l'équipe? En fait, nous étions ravis de pouvoir inaugurer les 4. On a fait les derniers mois à Alger des expositions de promotion de l'artisanat algérien et algérois aussi. On a eu une belle exposition sur la Casbah à l'Institut Cervantes. Oui. On a eu aussi des expositions de Gardaya, de l'art touareg. Alors je trouve qu'il y a ce dialogue toujours continu tout au long de l'année 2018. Et nous sommes ravis de voir, de montrer au public comment nous sommes proches même dans l'artisanat. Oui, très bien. Cette exposition que le public va découvrir au Palais de la Culture va être quand même une exposition dont la scénographie est assez atypique. On va voir la mise en valeur des objets, elle est assez spéciale. Vous les avez mis dans des contenants assez remarquables. On va parler un petit peu de la scénographie à présent. Oui, parce que quand on itinéraire une exposition, c'est compliqué toujours d'apporter les mobilières parce que c'est lourd, c'est volumineux. Donc, on a inventé des structures gonflables. Très bien. Donc, ils sont petites, mais une fois on met l'air dedans, ils sont très grandes. Donc, ce sont des structures qui font 4 mètres par 4 mètres. Oui. Et on met les pièces dedans. Et c'est aseptique aussi, c'est vraiment aseptique, dans le respect de l'environnement. Oui, c'est ça. Et ça protège un petit peu, c'est un environnement dans lequel l'objet peut évoluer sans crainte de le détériorer, sans crainte vraiment de l'abîmer, c'est très bien. Oui. Et ça va être insolite, c'est pour la première fois qu'on verra ça dans une exposition, en tout cas ici. Et oui. Et donc voilà, c'est dire un petit peu que ce sera une scénographie assez spéciale à voir, à découvrir. J'imagine que les designers qui nous suivent ce matin vont être curieux de découvrir ces cubes. En fait, je ne sais pas si c'est des rectangles, des cubes. C'est cube, en fait. C'est cubique. Oui. C'est cubique, très bien. Donc en tout cas, voilà, c'est une manière de découvrir et de croiser les regards, parce que jusque-là, vous me disiez, les parcours ont été vers l'artisanat et l'art en Algérie. Là, on va pouvoir découvrir l'art en Espagne, l'artisanat en particulier. Voilà. Et en fait, on se reconnaît à chaque fois qu'on parle avec les Algériens qui ont visité déjà l'expo, ils nous disent nous nous reconnaissons dans votre artisanat. Et ça, c'est beau. Parce que ça nous rapproche, ça nous montre qu'il y a un bel parcours à partager, non? Oui, l'histoire le dit bien aussi. Nous avons beaucoup de migrants issus d'Andalousie qui se sont installés. Donc l'art s'est mêlé. On a vraiment des survivances de l'art andalou dans la musique algérienne, mais aussi dans tout ce qui est artisanal. C'est resté aussi. Donc il y a des petites empreintes, j'imagine un petit peu. Ça va surprendre en tout cas beaucoup d'artisans. On les invite, s'ils nous suivent ce matin, à se déplacer vers cette exposition qui se tiendra au Palais de la Culture jusqu'à la fin du mois, c'est bien ça? Le 30 juin. Oui. Et ça sera la clôture. Et ça sera ouvert la nuit pendant la nuit des Ramadans. Et après, ça sera ouvert la journée comme d'habitude. D'accord. Pendant les jours ouvrables, on peut découvrir l'exposition et même le week-end, le samedi, au Palais de la Culture. Donc c'est très bien. Rappelons un petit peu l'intitulé de cette exposition. C'est 10 ans de prix nationaux de l'artisanat. Donc une exposition qui met en valeur tout le développement de l'artisanat en Espagne, c'est bien cela. Merci en tout cas, mesdames. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, madame la commissaire? Oui, je vous invite à la visiter. Vous trouverez des objets très variés. Vous avez de la bijouterie, du textile, des instruments aussi. La cornemuse. Oui, on a une cornemuse, oui, c'est ça. Entre autres. Oui, une guitare espagnole, bien sûr. On a de la céramique très différente, de différentes versions de la céramique aussi. Et je trouve que... De la vannerie aussi. La vannerie, oui, c'est ça. Espagnole est intéressante. Et je trouve que l'intéressant, c'est qu'il y a des objets traditionnels et des objets qui ont évolué avec du design. Donc il y a un bon mélange de
d'objets, d'influences et de traditions et cultures. Très bien, j'imagine que ça fera le bonheur aussi des artisanes algériennes et des artisans qui sont déjà présents au Palais de la Culture à travers une exposition qui se tient depuis le début du mois de Ramadan. Donc très bien pour tout ça, bon vent. Merci. Mesdames, j'espère que, voilà, que vous apprécierez, que vous avez déjà, vous, apprécié votre séjour à Alger puisqu'il s'achève aujourd'hui, vous prenez l'avion tout de suite. Oui, bien sûr. Vous avez apprécié Alger, j'espère? Ah oui, c'était... Si. Je l'ai beaucoup aimé, oui. Une belle découverte, j'espère, pour vous. Vous reviendrez volontiers, j'imagine? Oui, bien sûr. À la fin de mois. Ou à la fin de cette exposition pour le décrochage. Merci infiniment, donc, Laura Miguel, commissaire de cette exposition, d'avoir été parmi nous. Vous êtes également membre de Fondes Arte, donc un fonds d'aide pour les artisans en Espagne. Et merci également à Madame Anna Flore Albuquerque. Merci à vous, Ça madame. va. Grand plaisir. C'était le plaisir est partagé vraiment et merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes attaché culturel auprès de l'ambassade d'Espagne en Algérie et en fait dans notre magazine ce matin nous continuerons de parler d'art et d'artisanat également. Tout de suite une autre empreinte algérienne, celle d'Alexa qui vit en Algérie et qui s'est complètement investie dans la création d'objets artisanaux entièrement recyclés. Voyons un petit peu son savoir-faire découvert pour nous et pour vous par Sabrina Khlifi. Première étape, la base, c'est vraiment les baguettes, de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc je découpe mon papier journal, suivant là c'est plus du noir et blanc, là ce sont des feuilles couleurs, pour faire les différents bâtonnets. Après il y a différentes tailles, suivant les créations que je veux faire. Voilà, en fait il y a énormément de possibilités, suivant les idées. J'en laisse des blancs quand si je dois créer, si je dois les peindre, si je veux faire des créations que je peins, ou sinon quand je laisse à l'état brut. Et réutiliser ce que nous jetons au quotidien.
Voilà, on est déjà dans l'univers artistique et on continuera de le faire encore avec Nassiba Jaïdir. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous et ravie de vous retrouver tous les mardis. Ah bah également nous, on est toujours on attend avec impatience Mosaïque Merci, pour les c'est découvertes gentil. que vous nous offrez chaque mardi. Et aujourd'hui, vous allez nous parler justement d'une artiste qui expose actuellement. Qui expose actuellement à la galerie d'art Aïcha Haddad. Donc c'est la calligraphie qui est à l'honneur. Ouais, calligraphie. On en parlera encore tout à l'heure avec le docteur Guiri Hassen. On va remonter dans l'histoire, beaucoup plus loin, au siècle dernier, pour évoquer justement la mémoire d'un autre calligraphe. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, donc, on va découvrir qui? Salut Khalifi. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue, merci d'être des nôtres ce matin. Merci à vous aussi. Ça fait un temps qu'on ne vous a pas reçu dans Bonjour d'Algérie. Oui, alors je suis là. Oui, qui avait travaillé aussi, vous avez fait un petit passage à TV4 et la 3 aussi. Oui, j'étais rubriqueuse dans les deux chaînes, oui. De 1989, je crois. Non. Enfin, quelques années. Jusqu'à 2013, voilà. D'accord. Vous animiez une rubrique consacrée au Voilà, dans la 3, c'était la calligraphie de feu, qui est ma calligraphie, en lettres arabes. Et à la 4, c'était les symboles berbères du Nord-Africain. D'accord. Toujours très actif, Saleh Khalifi. Beaucoup d'expositions personnelles, collectives, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Oui, vous vous consacrez. Quand j'ai pris ma retraite. Là, vous vous consacrez pleinement à votre art aujourd'hui. Oui. Vous qui étiez professeur d'arabe dans un premier temps et professeur en éducation artistique, je suppose. Oui, au CEM et au lycée. Donc, vous avez partagé votre passion voilà, pour l'art avec vos élèves. Mon pinceau et ma plume. Oui. Voilà, à travers les 32 ans de service dans l'enseignement. Et après, bien sûr, après la retraite, là, je m'occupe, c'est-à-dire spécialement pour les expositions à l'échelle nationale et internationale. Voilà. Oui, vous exposez votre dernière exposition à l'échelle internationale, c'était à Madrid en 2016? Oui, c'était à la bibliothèque universitaire Alcalá de Henares à Madrid. D'accord. En 2016, oui. Et vous en gardiez une belle expérience, de bons souvenirs? Absolument, oui. J'ai même donné une conférence sur les valeurs humaines universelles et ça a très bien marché. D'accord. Voilà, j'ai été très heureuse. Et on sait que vous êtes aussi très actif au niveau des associations, Fondation Asla. Oui. Fondation Moufdi Zakaria aussi. Zakaria, oui. Vous donnez votre ça fait temps. Depuis des années, ça fait plus de 10 ans. Consacrez votre temps au bénévolat. Voilà, oui. Et ça m'occupe et puis ça me permet d'exposer aussi, de travailler avec tout le monde et de transmettre mes messages. Oui, de rencontrer, d'échanger, partager aussi. Oui, c'est sûr, oui. Et puis c'est très généreux de se mettre au service des autres artistes. Absolument. C'est très généreux de sa part. Tout à fait. Et vous avez quand même du temps et vous partagez ce temps entre le bénévolat, votre passion pour l'art. Oui. Ça me permet de découvrir les autres et puis surtout dans les deux fondations. Donc c'est la fondation Asla, il y a le professeur Asla qui est très connu, c'est notre grand médecin. Oui. Et à la fondation Moufdi Zakaria aussi, ça m'a permis de connaître de près notre grande écrivaine et ministre Zohra Bounessi, Monsieur Slimane Chir et Zridi, et puis plusieurs. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant merveilleux. Pour moi, oui, bien sûr. Tout à fait. Oui. Et là, actuellement, vous exposez à la galerie Aïcha Haddad. Voilà. La galerie Aïcha Haddad qui se trouve au niveau de Didouche Mourad et qui est gérée par l'établissement Art et Culture de la Wilaya d'Alger. Vous exposez depuis environ 2 semaines. Oui, depuis le mois de Ramadan. Et la galerie est ouverte en journée et en soirée. Voilà. Donc on vous a rendu visite avec notre équipe et vous étiez donc présente et vous exposez plus d'une trentaine de... 35 tableaux. Consacré à la calligraphie. À la calligraphie, et puis pour faire revivre nos belles valeurs humaines universelles, qui sont les piliers de toutes les civilisations humaines. Alors vous l'avez intitulé Valeurs humaines universelles, oui. J'accompagne toujours mes expositions
de mes conférences et de mes poèmes, voilà. Oui, il y a de la poésie. Qui symbolise toujours les valeurs humaines universelles. D'accord. Alors, cette calligraphie, parlez-nous-en. Ça fait quand même quelques années que vous vous consacrez à la calligraphie, les symboles depuis aussi 1986. Oui. Alors, l'aventure a commencé. Oui, a commencé, voilà. J'ai créé une nouvelle calligraphie. Que vous appelez une calligraphie de feu. De feu. Où les lettres se terminent par des flammes. Donc, il y a même une deuxième calligraphie en lettres latines. C'est aussi ma calligraphie qui me permet de transmettre mes messages, c'est-à-dire dans les pays européens qui ne comprennent pas l'arabe. Donc j'ai lié sur mes tableaux les deux calligraphies. C'est des calligraphies qui se terminent par des flammes. Donc pour moi, c'est les flammes qui symbolisent toute souffrance humaine à l'échelle universelle. La flamme des guerres, des malentendus entre les peuples, des fois les malentendus entre un seul peuple, par exemple, comme ça s'est passé dans plusieurs et ça se passe encore, malheureusement. La famine, la pauvreté dans le monde, les catastrophes écologiques, donc tout ce qui fait souffrir l'être humain. Tout à fait. Vous restez très sensible à tout ce qui se passe un peu partout, autour de vous et dans le monde international, c'est-à-dire tout ce qui est fait on souffrir, a un aperçu, j'essaye de le représenter à travers mes tableaux, tout en essayant d'accompagner mes œuvres par des énigmes. D'accord. Qui sont mes proverbes, voilà. Absolument. Alors, cette calligraphie, vous qui disiez que vous n'étiez pas très bonne en écriture, en langue arabe, racontez-nous votre petite histoire. Oui, ce n'est pas venu comme ça, parce que quand j'étais toute jeune, là, quand j'avais 10 ans, c'était en 62, juste avec l'indépendance. En 62, j'avais mes 10 ans. Et j'étais dans l'école primaire, c'est-à-dire, ce n'est qu'en 62 que j'ai commencé à étudier l'arabe. Et je me souviens, j'avais une très mauvaise écriture. Même mon père, il me faisait des remarques. Lui qui était imam et puis qui était enseignant après l'indépendance, il me disait toujours, il faut bien écrire, c'est illisible. Et ça m'a fait souffrir. Et c'est ce qui m'a poussée à... Et un jour, il y a eu un déclic? Oui, c'est ce qui m'a poussée à créer cette calligraphie. Je me suis dit un jour, pourquoi pas ne pas essayer de créer une calligraphie propre à moi. D'accord. Et j'ai commencé à m'amuser, à refaire les lettres, Alif jusqu'à Lia et tout. Et j'ai fini par découvrir cette calligraphie, avec laquelle j'ai réalisé au début, c'était des miniatures. Oui, je m'en souviens. Des miniatures, oui, une centaine de miniatures. Et puis après, j'ai voulu réaliser cette calligraphie sur des tableaux en peinture à l'huile, sur des toiles. Et comme j'écrivais aussi des énigmes, j'ai essayé de lier entre la réflexion et l'observation, lier entre la plume et le pinceau, la couleur et la lettre et tout, pour arriver à transmettre les clés de mes énigmes qui sont les valeurs humaines universelles. Tout à fait. Voilà. Alors, on va découvrir le reportage. On a déjà un aperçu de vos œuvres d'art. On les voit défiler sur les plasmas. On va découvrir, si vous voulez bien. Oui, sur le plan large, on lit distinctement les mots et on arrive quand même à les lire. En latin, savoir. Voilà. On va pas tout dire. Absolument. On va pas tout révéler. On va découvrir en images. On est très patient, Nasiba, il n'y a pas de souci. Alors, on va visiter l'exposition de Saleha Khlifi qui se déroule actuellement à la galerie Aïcha Haddad. À la galerie Aïcha Haddad, la calligraphie arabe est à l'honneur. Les valeurs humaines, c'est le titre de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Saleha Khlifi. Dans ce champ créatif, un art qui cristallise toute une émotion de l'âme. Une spécificité dans le présent, une continuité avec le passé. La lettre se place et se déplace sous sa main dansante et musicienne. Avec cette calligraphie de feu, en lettres arabes et en lettres latines que je viens de créer, c'est-à-dire ça fait quand même en 1989 que j'ai créé ces deux calligraphies. Et c'est à travers les deux calligraphies que j'essaye
de peindre les clés de mes énigmes qui sont les valeurs humaines universelles. Saleha fonde son langage artistique en rythme plastique. Un mouvement du tracé qui dénote son savoir-faire dans le graphisme. La lettre arabe tient la vedette de la toile. Une toile dans laquelle on peut lire tous ces mots qui font référence aux valeurs humaines. Des valeurs humaines qui restent au centre des préoccupations de l'artiste. Je suis une artiste qui est très sensible de tout ce qui nous entoure, de conflits, d'injustices, c'est-à-dire à l'échelle universelle. Donc tout ce qui fait souffrir l'être humain me fait souffrir. Les guerres entre les peuples, les malentendus, la famine, la pauvreté dans le monde, les catastrophes écologiques, c'est-à-dire tout ce qui fait souffrir l'être humain, je le ressens. C'est dans la calligraphie que cet artiste peintre développe sa fibre artistique. Une trentaine de tableaux exposés dans cet espace géré par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger. Cette dimension esthétique et artistique de la calligraphie arabe, Saleha Khlifi la met dans son approche plastique. Sur un rythme artistique, un jeu de matière, de couleurs et d'écriture. Dans cette gestuelle en action, il se dégage une certaine philosophie de la vie. Et les énigmes là, je les ai choisis pour pousser les gens à lier entre l'observation et la réflexion, et à lier aussi entre la couleur et la lettre. Même les couleurs, c'est-à-dire chaque couleur a son sens. Par exemple, la paix, c'est dans les bleus. Le pardon, c'est dans les bleus. L'entente, c'est dans les mauves. Saleha Khlifi, un parcours rythmé par de nombreuses expositions en Algérie et à l'étranger. Cet ancien professeur en langue arabe et en art plastique touche aussi au tifinaire. Une empreinte, un témoignage, porteur de mémoire. À chaque lettre, ses dimensions pour transmettre des messages de paix, d'amour, de fraternité et de bien d'autres valeurs. Valeurs humaines, une exposition où Saleha Khlifi nous offre en partage ses préoccupations et ses émotions d'artiste. Et nous venons tout à l'instant de voir les émotions de cet artiste mêlées à celles de la journaliste qu'il a découverte au niveau de la galerie Aïcha Haddad. C'était Nassiba Jaïdir, bien sûr. Alors, une exposition qui sera visible, je suppose, tout le mois de Ramadan. Oui. Pendant tout le mois de Ramadan, à la galerie Aïcha Haddad. Voilà. Alors, on a vu dans le reportage, donc il y a la calligraphie arabe, il y a aussi, vous touchez aussi, je le disais dans le reportage, les aussi symboles finard. berbères, oui. Oui. Les symboles amazigh, donc c'est des symboles qui ont existé depuis 8000 ans, c'est-à-dire 6000 ans avant Jésus-Christ, la naissance de... Il y a 1100 symboles berbères répandus sur le nord africain. Donc j'ai fait une recherche. D'accord. Voilà. Et j'ai ramené des symboles de Djerba. Et puis quelques symboles aussi du Maghreb. Et donc c'est une grande richesse. Vous les avez répertoriés? Oui, je les ai ramenés, c'est-à-dire sous forme de dessins graphiques. Et ces symboles, ils ont évolué à travers les siècles. Et au sommet de leur évolution, ils sont devenus lettres tifina. D'accord. Et vous les utilisez comme éléments plastiques dans votre peinture? Voilà, j'essaie de reprendre ces symboles, ces symboles primitifs, tout en essayant de leur donner ma touche au niveau des couleurs et
et des fois dans la forme. D'accord. Mais c'est-à-dire la forme du symbole, je la laisse. J'essaye de rajouter, c'est-à-dire sur le motif du symbole. D'accord. Il vous est arrivé de consacrer toute une exposition au Tifinagh? Oui, j'ai en ma possession maintenant 100 tableaux sur les symboles berbères et 1200 tableaux sur la calligraphie de feu en lettres arabes. Vous êtes une artiste très prolifique, Saleh Hakhlifi. Hein? Donc les symboles, là, c'est-à-dire c'est à l'occasion le dernier symbole que j'ai réalisé, c'était avec la PN, le Majlis Sha'b al-Watani. Oui. C'était à l'occasion de la journée de la femme. D'accord. Voilà. Et j'ai réalisé, c'était la couverture du livre, c'était le symbole de la femme. D'accord. Donc, voilà. Et puis, symbole de la liberté, du combat, et puis le symbole de l'abeille, qui est un insecte très, très intéressant. Donc, j'ai choisi l'abeille, des 18 en tamazirt, tout en essayant d'écrire le nom de chaque tableau en caractère Tifinagh. D'accord. Voilà, donc j'ai aussi le symbole du plat du couscous, c'est avec le pied en bois. C'est le premier plat du couscous qui a été inventé par les habitants du Nord africain. C'était pour s'asseoir à l'aise et manger à l'aise parce qu'il n'y avait ni table ni chaise. Et ce tableau a été sélectionné comme timbre postal. En 2013, c'était à l'occasion de Nail 2013, il a été sélectionné par le ministère des PTT comme timbre postal, donc il se vend. J'imagine que vous étiez très fière. Oui. Donc j'active aussi dans ce domaine. C'est notre culture et c'est ce qui nous distingue des autres civilisations. Bien sûr. Voilà, donc très active, vous êtes sur tous les fronts. On vous voit aussi, je le disais tout à l'heure, dans les associations, vous exposez, vous êtes une artiste en fait très très prolifique. Voilà, oui. Et je crois que vous avez un fils ou une fille qui dessine aussi, parce qu'une fois vous avez exposé... Je suis mère de jeunes qui sont... Ou un petit-fils, une fois il avait exposé avec vous. J'ai bonne mémoire. Hein, j'ai 2 enfants, mais mes enfants c'est des artistes aussi. Oui. J'ai un qui vit à l'étranger, donc il est designer. Il est designer. Oui. Et l'autre aussi, c'est un autodidacte aussi, c'est un artiste. Et puis son fils qui a 12 ans, il peint, oui, il est très... bien sûr, parce que je suis toujours là avec eux, donc ils s'inspirent et puis voilà, ils essayent. Vous baignez en famille dans l'art. Hein? Dans l'art, oui, dans l'art, absolument. Des projets en tête, Saleh Hakhlifi? J'ai un projet qui me tient à cœur, ça fait des années maintenant. Oui, je pense. C'est un projet que j'ai envie de réaliser pour les vieux retraités intellectuels. Voilà. J'ai remarqué ces vieux-là, à chaque fois qu'ils prennent leur retraite, ils commencent à s'ennuyer, à stresser et tout. Donc j'ai envie de réaliser un centre de transmission du savoir, de l'art et de la culture à travers ces retraités intellectuels. D'accord. Donc c'est un centre où il y aura, c'est-à-dire le côté art, c'est-à-dire j'ai envie de réaliser des séances d'art-thérapie. Oui, ça vous tient à cœur. Et de musicothérapie pour ces vieux, afin de les aider à se calmer, à récupérer leur force morale, à se stabiliser c'est-à-dire voilà, à travers les séances qui vont être des séances de peinture à travers la musique. Pour bien occuper leur temps. J'ai choisi ça parce que, c'est-à-dire, la musique, on peut pas peindre, c'est-à-dire un tableau à travers une musique, par exemple dans un paysage. Bon, on peut le faire, mais pour les gens qui n'ont jamais peint, moi je vais, c'est-à-dire à travers ces séances, je vais leur donner le temps de s'exprimer, même avec un stylo, avec un crayon, avec un gribouillage. C'est-à-dire que ça va leur permettre de dominer leur stress et de récupérer leur force et puis d'essayer encore d'avoir un espace de donner, et de rencontre. Absolument, oui. Et là, j'attends. Un petit espace de rencontre, d'échange, de partage. Il y aura pourquoi même des pas rencontres. Ça vous tient vraiment à cœur. Organiser des rencontres avec ces vieux
retraités intellectuels et notre jeune. Enfin, il y a des retraités qui ne sont pas si vieux que ça. Hein. Oui. 32 ans de service, vous êtes sorti avec, en retraite. 32 ans de service, c'est bien jeune, Saleha. Oui, maintenant j'ai 67 ans maintenant. Puis 60 ans, 70 ans, c'est pas vieux, Saleha Khlifi. Non, mais j'arrive à travailler. Ce n'est que maintenant que j'ai mon temps, c'est-à-dire que je suis libre et je peux me déplacer là où on m'invite. Et puis, mais avant, c'était uniquement pendant les vacances. Oui, il y avait des contraintes professionnelles. Oui. Il y avait des contraintes professionnelles. Et là, vous êtes présente tous les jours dans votre galerie Pas tous les jours, mais des fois, je suis là la journée, c'est-à-dire entre 10h et 4h de l'après-midi. Oui. Et des fois, c'est le soir, après 21h, bien sûr. Vous recevez de la visite de vos amis. Oui, les amis. Il y avait la dernière fois à la galerie, finalement, j'étais contente parce que c'est une ancienne étudiante, on avait... oui, Madame Chaben. Oui, Madame Chaben, Iri Farida, qu'on salue, si elle nous regarde ce matin, que je n'avais pas vue depuis très 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 longtemps. Il s'est avéré que c'était votre amie, elle était de passage avec son mari et son fils. On l'a vue dans le reportage, donc on la salue ce matin, Farida. Oui. Et vous recevez beaucoup de monde le soir? Oui, surtout le soir. Mais la journée, c'est-à-dire que... il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le soir, oui. Mais le soir... voilà. C'est très animé à la rue d'Idouchmourad, donc on peut aller voir un concert, faire des courses, les magasins sont ouverts, on peut visiter la galerie qui est à Pignon sur rue. Ça les amuse même de lire les énigmes et d'essayer de trouver la clé de l'énigme qui est écrite, surtout pour les enfants et les jeunes, oui. Tout à fait. Oui. Mais c'est vrai, en évoquant les artistes qui ont démarré leur carrière à la retraite, ça me rappelle Massen, le sculpteur Mohamed Massen, qui a eu une carrière fabuleuse après sa retraite. Bien de le rappeler. Zoria Telaïch également, qui a marqué les esprits et qui a démarré sa carrière tardivement, qui a intégré les ateliers, mais vraiment à un âge très avancé, mais qui a on peut faire beaucoup de choses. Et qui a été primé autant en Algérie qu'à l'étranger. C'est dire que tout est possible, même au-delà de 60 ans. Absolument. C'est excellent. Il faut voir ce qu'il fait Massen. Hein. Ouais, on espère en tout cas que le projet aboutisse et qu'on voit cet espace, ce petit vivier de l'art au-delà de 60 ans. Tout à fait. Alors avant de nous quitter, Radia, une petite pensée pour l'artiste qui nous a quittés, Abdelghani Rahmani, il y a quelques jours. Un artiste c'était un artiste autodidacte qui travaillait énormément, qui exposait. Très prometteur. Oui, très prometteur, un talent très prometteur. Il avait un style assez particulier. Il nous a quittés malheureusement, je dirais à la fleur de l'âge. Hein. Donc toutes nos condoléances pour la famille Rahmani. Et la famille artistique est endeuillée. Hein. On sent la tristesse dans le milieu artistique. Donc c'est toute la famille. Je pense qu'un hommage lui sera rendu peut-être après Ramadan. Sa dernière exposition, c'était, je pense, à la galerie Liasmine. Il n'y a pas très longtemps, il avait exposé à la galerie Liasmine. On avait reçu Lies Khlifati la semaine dernière. Oui. La semaine dernière. Donc là, j'ai appris la triste nouvelle il y a quelques jours. C'est vrai. Et vraiment, il sabr ses parents. Tout à fait. Qui leur donne la force. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, en attendant, Saleha Khlifi, donc la galerie Aïcha Haddad, pendant tout le mois de Ramadan, en espérant que votre projet se concrétise, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à Saleha Khlifi d'avoir été avec nous ce matin. Merci Nassiba, on vous retrouve avec plaisir mardi prochain. Mardi prochain, donc une autre exposition qui se déroule actuellement à la Galerie Liasmine pendant ce mois de Ramadan, en hommage aussi à Salah Ayoun qui nous a quittés il y a 2 ans. Ouais. Eh ben merci Nassiba, on attendra avec impatience le mardi pour découvrir tout ça. Mardi prochain, Inch'Allah. Très bien. Et quant à vous qui nous suivez ce matin, tout de suite nous proposons cette virée du côté de Jamal Kibir, donc une mosquée parmi les plus anciennes de la ville d'Alger. Et aujourd'hui, elle est visitée pour nous et pour vous par Sabrina Khlifi et non pas Lilia Ben Nasser. Tout à l'heure, j'avais en tout cas mea culpa Lilia Ben Nasser qui nous avait offert ce petit portrait très sympathique d'Alexa, cette artisane qui fait énormément dans la récupération et dans la récup art, oui, le récup art ou la récup art. Enfin, on verra tout à l'heure. Mais enfin, place au reportage de Sabrina Khlifi, donc visite de Jamal Kibir.
Jama al-Kbir est une des principales mosquées d'Alger d'époque médiévale. La mosquée est bâtie en partie sur les ruines d'une ancienne basilique chrétienne et une partie des constructions repose sur une portion de l'ancien rempart romain. Avec la mosquée Sidi Ramadan, située en Haute-Kasbah, Jama al-Kbir est le plus ancien édifice religieux d'Alger. Il a été construit en 1097 par Ali ben Youssef ben Tachfin al-Mouravid, fondateur de Tlemcen. C'est la première mosquée de rite malikite. La grande mosquée d'Alger, la grande mosquée de Tlemcen et la grande mosquée de Nodroma sont les seuls monuments de la dynastie almoravide subsistant de nos jours. Jama al-Kbir occupe une superficie de 2000 m². L'édifice repose sur 72 piliers reliés par de grands arcs et est couvert de 11 toits. La salle de prière, son coupole central, est hypostyle et se compose de 11 nefs perpendiculaires au mur de la Qibla. Le mimbar est décoré de colonnes et de céramique. Le minaret de forme quadrangulaire est d'une hauteur de 15 mètres et orné en son sommet de 24 melons qui lui confère son aspect hispano-mauresque. Il a été élevé en 13024 par le fondateur de Tlemcen, Abou Tachfin. Les faïences bleues et blancs qui le décorent ont été posées vers 10 070. Il est surmonté d'une rampe qui traverse 3 boules de cuivre de grosseur décroissante. La galerie extérieure n'est pas d'origine. Elle a été ajoutée en 1836. Ces colonnes de marbre à chapiteaux décorés de motifs floraux proviennent de la mosquée Seïda qui s'élevait à la place des Martyrs et que l'on a jetée à bas en 1830. Plus récemment, on a recouvert les tuiles rouges de son toit de rouleaux d'étanchéité. Elle est construite en pierre, briques, tuiles sur une charpente de bois. Le décor intérieur est fait de céramique et de bois. L'édifice dispose de 5 portes donnant chacune accès à une partie de la mosquée. L'ancien minbar aux 45 panneaux de cèdre sculptés et datant de 10 097 est exposé dans la section des arts islamiques du musée des Antiquités. Fortement remaniée au cours des siècles, la mosquée a perdu son aspect d'origine mais a gardé une certaine sobriété architecturale. Jama al-Kbir a été classé monument historique en 1887. Faisant partie de la Kasbah d'Alger, la mosquée est classée avec cet ensemble au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1992 et figure sur la liste du patrimoine national algérien depuis 1971. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir une page d'histoire. Nous allons remonter le temps avec le docteur Grigassen Ahmed. Bienvenue. Merci, bonjour. Oui. Ceux qui ne vous connaissent pas donc, doivent quand même un petit peu vous connaître mieux à travers une petite présentation. Peut-être, je rappelle que vous êtes astrophysicien, moi j'aime bien le rappeler en tout cas, et que vous nous aidez chaque semaine à découvrir les symboles de la culture islamique, notamment en Algérie. Exactement. En fait. L'empreinte algérienne dans ce qui est culturel et
Voilà, la culture islamique en particulier. Exactement, justement, c'est à partir de là, j'ai noté que chaque mardi, vous avez une rubrique dédiée, consacrée à l'art, donc aux artistes, avec Madame Jaeder. Donc je me suis dit que, bon, pour une fois, on va choisir un intellectuel, un artiste, un Algérien, qui a fait beaucoup de travail. Il a conservé la tradition artistique algérienne, donc il a fait le trait d'union entre l'époque ottomane et l'Algérie colonisée, et qui est pratiquement inconnu. Mais il n'est pas méconnu, il est inconnu, parce qu'il n'est dans aucun dictionnaire des artistes algériens. J'ai vérifié, enfin ceux que j'ai pu consulter, il n'y est pas. Donc, et c'est aussi, il est très important parce qu'il fait partie d'une famille de révolutionnaires algériens, parce que c'est le frère aîné de Cheikh Abdelhalim Ben Smaïa, le fameux homme au cheval, le alim algérien qui s'est opposé seul à la conscription des Algériens avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose de très important. Il est petit-fils, arrière-petit-fils de Cheikh El-Kbabti, il est fils de Cheikh Ali Ben Smaïa, qui était un grand maître, un grand savant ici à Alger. Donc Jama' Jdid, il a été modèle pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Donc c'est quand même quelqu'un de très important. Mais hélas, malheureusement, il n'est pas connu, donc on ne le connaît pas. Donc je me suis dit que peut-être je vais contribuer avec ça. L'exégète était plus connu, donc Abdelhalim Ben Smaïa était quand même connu pour son apport dans le domaine culturel. Mais en revanche, donc son frère... Son frère, il est inconnu. Et son frère, c'est l'artiste de la famille. Donc c'est le frère aîné. Il est né en 1855, il est mort en 1919. Il a laissé des descendants qui existent jusqu'à présent. La famille existe, que je salue. Donc, il a étudié. Je présume qu'il a appris le Coran. Dans cette photo, on le voit debout, une troisième personne à partir de la gauche. Très bien. Donc, c'est lui, cher. Et là, dans cette photo, on a Mohamed Ben Tfahi, on a les Boudarba, on a les frères. Il était très élégant, en tout cas. Oui, ils étaient tous très élégants dans leur tenue. Sa posture, sa tenue, c'est vraiment... Il a la tenue la plus imposante, l'artiste, hein, ça se voit. Il est artiste quand Déjà, l'aspect vestimentaire dénote un petit peu de son sens artistique, quelque part. On voit aussi la continuité de la... Ça, c'est Alger de 1830, donc il y a aussi une continuité. Et puis après la Première Guerre mondiale, entre Première et Deuxième Guerre mondiale, il y a la rupture, donc on change d'habit, on change de costume, donc il y a eu une évolution. En tout cas, si je comprends bien, c'est dire qu'il venait d'une lignée de personnes très, comment dire, des érudits en l'occurrence, une famille vraiment très portée sur l'islam et les valeurs de notre voilà, du Saint-Coran, des préceptes de l'islam. Exactement. Et tout ça. Et là, on voit un atelier de l'époque, un atelier de travail de décoration. Oui. On l'appelle Cheikh Omar, parce que là, on le voit dans une troupe avec Cheikh Ben Tfahi, qui était un autre grand érudit de la musique andalouse algérienne. Donc, on voit qu'il baignait dans cette grande atmosphère algéroise, donc d'intellectuels, d'hommes du culte, d'hommes de culture, donc qui sont là à se côtoyer, à échanger. Et puis lui, il a aussi pris quelques responsabilités politiques. Là, on voit par contre la fontaine de Sidi Mohamed Cherif, l'Ain. Et là, c'est une vue globale de l'époque, ça c'est l'époque coloniale. Donc, et là, au milieu, pour ceux qui visitent la Casbah, ils vont trouver qu'il y a au milieu une calligraphie écrite Ain Sidi Mohamed Cherif, et c'est sa calligraphie. Donc, c'est lui qui a fait cette œuvre. Ça, c'est une autre œuvre de Omar Ben Smaïa, c'est l'arbre des Tariqa Sofia, donc des Zawaya, qu'il a fait pour le livre de Pont et Copolani. Ça, c'est Ain Sidi Mohamed Cherif de Omar Ben Smaïa. Donc, l'autre, c'est l'arbre généalogique, si on peut le dire comme ça, des Toroq Sofi. Donc, il a, pour la décoration du livre, des confréries religieuses. Donc, toutes les ramifications qui existent chez nous, toutes les confréries qui existent, elles sont nombreuses. Hein, voir cette fleur, avoir ce florilège, je dirais. C'est un arbre. C'est carrément, oui. Ça, c'est une table qu'il a laissée, qui existe chez Maître Shakir Ben Smaïa, donc c'est lui qui m'a remis la photo. Donc elle existe encore, elle est chez lui. Il y a aussi une œuvre, on va voir peut-être la suite. Là, on est vraiment dans
dans l'art de la miniature. Hein. Vous allez voir qu'il a fait de tout. Donc ça, c'est la miniature. Il a fait aussi la sculpture. Ça, c'est un escalier qui existe au musée des arts islamiques. Oui. Et là, au milieu, on ne peut pas zoomer, mais au milieu, il y a la signature. Au musée des Antiquités, exactement, on le voit. Il était dans une mosquée célèbre, je ne me rappelle plus laquelle. Et il n'a jamais été dans une mosquée et il l'a remis directement au musée. C'est un gars qui était très, très intelligent parce qu'il a fait pas mal d'heures qu'il a offert lui-même au musée. Donc il y a cet escalier, il y a un miroir qu'il a offert au musée Mustapha en 1902. Il a participé à la décoration du palais d'été quand il y a eu des œuvres de réflexion entre 1916 et 1919. Très bien. Donc, c'est un artiste et il a fait de tout. Ce qui est aussi important, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est signataire, il a été témoin. On trouve sa signature dans l'acte de naissance de Mohamed Rassim. Oui. Et là, on voit que donc, il y a Saïd Rassim qui vient de Bougie, c'est le père de Mohamed et Omar Rassim, qui vient, qui s'installe à Alger. On met dans l'acte de naissance, il y est indiqué qu'il est peintre. Donc, on ne sait pas si c'est un peintre artiste ou un simple peintre, mais on peut deviner maintenant que, grâce à cet acte de naissance, que Saïd Rassim était un peintre artiste, parce que s'il a un ami comme Omar Rassim qui était artiste, donc sûrement. Et là, on voit d'où tiennent aussi Omar et Mohamed Rassim leur talent, d'où ils tiennent. Donc ça nous permet de remonter un peu plus loin. Oui, c'est vrai que ça, c'est l'acte de naissance de le père, autant que l'oncle de Mohamed et Omar Rassim était dans l'artisanat. C'était des artisans très reconnus au niveau de la Casbah. Et ça, c'est l'acte de naissance avec la petite signature en bas, où l'on voit un petit peu la calligraphie de Omar Ben Smaya. Exactement. Ça veut dire qu'il a occupé un poste administratif? Oui, il était dans la mairie d'Alger. Donc, en tant que dans sa vie, il a lancé pas mal de commerces. À l'époque, ce qui était en mode, c'était les commerces de tabac. Donc, il y avait pas mal de familles algériennes ou algéroises qui se sont consacrées. Mais lui, à la fin, il a échoué. Même Cheikh Abdel Halim Besmaya a fait une tentative, mais il a échoué. Les artistes ne sont pas de bons commerçants, c'est pas connu, du tout. La preuve, c'est que voilà, la notoriété est partie ailleurs. Lui, il n'a pas tellement réussi. Mais bon. Et puis, il a été élu à la mairie d'Alger, donc il a fait 1 ou 2 mandats, mais par la suite, il s'est retiré de la vie politique. Donc c'est ça, c'est Cheikh Omar Ben Smaya, c'est un artiste algérien qui appartient à une famille d'érudits, de savants, d'hommes de culture et d'hommes de culte. Est inconnu, donc on a essayé un peu de le présenter. C'est très bien un petit peu de rappeler ce parcours, c'est très bien, moi je trouve. Peut-être que ça incitera, par exemple, M. Abrousse, qui est l'auteur d'une des plutôt l'un des dictionnaires des artistes, à enrichir peut-être par cette nouvelle biographie. J'espère bien. Oui, c'est quand même un document qui est enrichi tous les 5 ans, je pense qu'il l'actualise avec les informations. Donc déjà les talents émergent à chaque fois, donc il faut compléter. Exactement. Et peut-être qu'il faut revenir un peu plus loin. Exactement. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. C'est le mardi de l'art, donc on a participé. Ah bah c'est excellent, merci beaucoup. Merci à Ahmed Grigassen. Donc docteur, vous êtes venu aussi pour annoncer un autre événement. C'est-à-dire que là on a fait un zoom, mais là il va y avoir un concours international de récitation du Coran. Exactement. Ça c'est le rendez-vous d'Alger. Donc c'est l'un des rendez-vous les plus importants dans le monde musulman. On a reçu des délégations, il y a des dizaines de pays qui ont envoyé leurs représentants. Le représentant de l'Algérie a été qualifié parce qu'il y a eu pas mal de sélections, donc les jeunes sont passés par des jurys, donc la récitation, la mémorisation du Coran, c'est important. Donc le représentant de l'Algérie a été choisi, les pays ont envoyé leur élu, leur candidat. Et puis il y a un jury qui a été aussi désigné, c'est un jury qui est connu, c'est des gens, il y a de Tunisie, il y a de pas mal de pays qui ont envoyé leurs représentants, et c'est des gens, on cherche en premier la probité, l'honnêteté, donc, et le concours d'Algérie est connu pour être très honnête. Donc ça c'est qu'on appelle ça qualité, la marque de qualité du concours d'Algérie, donc c'est l'honnêteté, il n'y a jamais eu de dépassement, alhamdoulilah. Donc on va commencer cette nuit, Inch'Allah, la soirée, donc on va commencer le concours.
Et c'est l'occasion surtout pour susciter les vocations chez les jeunes, qu'ils voient ça, qu'ils se lancent aussi dans l'aventure et peut-être dans quelques années on les verra dans le concours. Et il faut dire que les gens qui sont passés pour les qualifications, par la suite ils peuvent aussi représenter l'Algérie dans d'autres concours internationaux. Donc on est très bien placés, les Algériens sont très bien placés. On a des lauréats qui certains arrivent à être premiers donc, dans des concours, que ce soit dans les pays du Golfe, en Turquie, en Iran. Donc c'est quelque chose de très bien. Donc ça nous permet de garder cette tradition, de l'engagement de l'Algérien vis-à-vis de sa culture, de sa religion est toujours vive, on continue, alhamdoulilah, et voilà. Et ça coïncide avec le mois sacré de Ramadan. C'est toujours une très bonne occasion de découvrir aussi d'autres cultures, de partager avec ces invités de l'Algérie. L'année dernière, nous en avons reçu quelques-uns sur ce même plateau. Des îles Comores, nous avons ils reçu, viennent de partout. Oui, des Africains, entre autres. Je ne vais pas commencer à nommer les pays parce que je ne vais pas mais ils sont la nombreux, liste est longue. On ne sera jamais exhaustif, c'est clair. Mais c'est très bien, c'est un événement qui gagne en pérennité et en crédibilité. Et donc, c'est une escale quand même qui gagne en notoriété. C'est le rendez-vous. Très prisé maintenant. Très bien. Très prisé. C'est le rendez-vous. On attendra avec impatience donc les ambassadeurs des différents pays sur ce même plateau. On va un petit peu les présenter et voir un peu leur talent dans la récitation du Coran, mais aussi dans la connaissance des préceptes de notre islam. Exactement. Merci beaucoup, professeur ou docteur. Moi, j'ai envie toujours de dire plus et plus et plus, tant je suis quand même admiratrice de vos talents, parce que voilà, de la science à la théologie, c'est très bien. C'est excellent, ça se complète très bien. Merci, donc rendez-vous est pris déjà pour vendredi avec Mahrez pour un autre aspect de notre culture islamique. Et puis nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Tout de suite, nous allons découvrir un maître dans l'art du bonsaï. Il a été découvert par Faria El-Hamdi. Voici une présentation de cette personnalité très très appréciée dans son environnement. C'est à Cherchell que nous nous sommes rendus pour assister à une conférence atelier de bonsaï. L'association Bellombra de Cherchell poursuit son travail de sensibilisation sur la nature et les questions d'environnement de manière générale, étant donné que les objectifs de cette association sont l'écologie, la défense de la nature et de la culture. L'association Bellombra, comme son nom l'indique, c'est un arbre presque endémique de la région. L'idée Tana, c'est l'idée principale de l'association, c'est de défendre l'environnement et certaines qualités de vie. La manifestation portant sur l'art du bonsaï était animée par Radouane Ferrouhi, un expert autodidacte dans le bonsaï. Qu'est-ce que c'est un bonsaï? La première des choses, c'est un arbre à taille réduite. Il doit ressembler à un arbre, pas une plante de jardinerie, c'est la première des choses. Et il y a des règles à suivre. Pour un arbre, il est situé dans plusieurs formes: droit, informel, double tronc, forêt, cascade, semi-cascade. J'ai fait des ateliers, j'ai vécu une fois à la Loire et en Autriche. C'est des ateliers comme je fais aujourd'hui. Et quels sont vos projets à venir? Organiser de plus en plus d'ateliers. La culture du bonsaï est un art ancestral chinois qui consiste à faire pousser un arbre ou un buisson dans un pot qui convient à toutes les essences d'arbres, contrairement à l'idée reçue qui veut que le plant soit issu d'un arbre tenace. Les amateurs et passionnés étaient présents pour s'informer sur l'art du bonsaï. Cette association a eu l'idée d'inviter des gens dans le domaine, des spécialistes dans le domaine. Et les gens qui ont assisté à cet atelier-là sont sortis d'une certaine comment dirais-je,
une appréhension encore beaucoup plus de ce qu'ils savaient sur le domaine de l'arbre. D'abord que c'est une excellente initiative, qu'on doit remercier l'association Bellombra. J'espère qu'un jour il y aura un Bellombra bonsaï. Voilà, à Cherchel, ça se mérite. Hein. Voilà, bien. Donc c'est une excellente initiative, vraiment c'est bien, c'est très bien. Pour moi, dès que j'ai appris, je savais que je m'inscrirais pour ce stage, pour cette initiation. تعلمنا كيفاه نحافظوا على النبات surtout le bonsaï comment نزرعوه ونسقوه. Toutefois, selon les spécialistes, certaines essences à petites feuilles se prêtent mieux à la culture en pot. Les essences les plus souvent utilisées sont les pins noirs japonais, les pins à 5 aiguilles, les érables japonais. D'autres essences, telles que l'olivier, le cyprès, le cèdre ou encore la vigne, offrent de bons résultats. Et que seraient tous ces beaux arbres que vous venez de voir, mesdames, messieurs, sans, bien sûr, préservation, sans entretien, sans protection? Eh bien, il en sera question dans le dernier plateau de cette émission. On parlera d'environnement et de préservation de l'environnement à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée dans près de 100 pays depuis 1974. Aujourd'hui, les associations célèbrent à nos côtés cette journée. En l'occurrence, l'association Twiza, représentée aujourd'hui par M. Mehdi Cherif Raed Youssef. On commence par la droite. Donc, bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes expert en économie verte et vous êtes membre très actif de l'association Twiza qui existe depuis 25 ans, c'est bien cela? Oui. Et puis M. Sofiane Khoury, président de cette association que je viens de citer, est avec nous également. Bienvenue à vous. Merci à vous. Et merci de revenir sur ce plateau pour parler un petit peu de vos activités ô combien précieuses pour notre environnement. Merci à vous. Et pour aussi l'éducation des esprits. Et dans ce sens, merci aussi à Hamid Belkacem, très célèbre déjà, Merci à vous. mais qu'on présentera pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes animateur, journaliste et animateur radio, et vous êtes aussi très impliqué dans le mouvement associatif à travers l'association Récif notamment, dont vous êtes membre fondateur, c'est bien cela? C'est cela. Et c'est également une association qui est active sur le terrain depuis près de 25 ans. C'est ça, nous sommes nés, on va bientôt fêter notre 25e anniversaire, le 24 juillet 93. Excellent, excellent. On est beaucoup plus investi dans l'environnement marin et littoral, puisque à l'origine, on est tous plongeurs. Oui, tous plongeurs. Et si on devait décortiquer un petit peu le mot récif, pour vous, c'est quand même un assemblage qui donne REC pour recherche, c'est bien ça. I pour information. Et F pour formation et S pour subaquatique. En fait, l'association est née de la fusion entre des enseignants en sciences de la mer et des étudiants qui terminaient leur ingénierat au niveau de l'ISMAL, mais surtout de l'université de Babzouar. Et donc, quand on a terminé la fac, dans les années 92, on baignait par l'esprit de Rio, le sommet de la planète Terre. Et on a créé en 93 l'association Récif, basée à Tamanfoust, à l'est d'Alger. Et en plus, voilà, il fallait quand même une petite locomotive. Vous êtes cette locomotive qui a un petit peu initié toute l'action en faveur de tout ce qui était subaquatif, de nos récifs qui sont magnifiques. Exact. 1200 km de côte, c'est pas rien. Et il faut quand même protéger cet espace. Exact, il ne faut pas donner le dos à la mer. Et en 93, quand on a créé l'association, on a récupéré un ancien Souk el-Fellah. On a commencé à le nettoyer au niveau de Tamanfoust, qui faisait à l'époque partie de la wilaya de Boumerdès. Maintenant, c'est la wilaya d'Alger. En fait, Tamanfoust, c'est la main droite ou le bras droit qui ferme de la baie d'Alger. De la baie d'Alger. On est juste en dessous d'un célèbre fort turc de forme octogonale qui a 8 côtés. Et donc, on a commencé par nettoyer d'abord notre siège, la plage, et comme on est plongeur, on a commencé à nettoyer sous l'eau. Et bonjour les dégâts, parce que les macro-déchets que nous avons pu voir au niveau du port de Tamanfoust, le volume était anormalement élevé. Par la suite, c'est devenu une opération traditionnelle en 93-94 jusqu'en 2002. 2003, on n'a pas réalisé cette opération Éboueur de la mer parce qu'il y avait le séisme de Boumerdès. En 2004, on s'est associé à la radio.
le formidable réseau des radios et surtout le soutien logistique du groupe Sonelgaz et l'opération de la petite... C'est devenu vraiment une opération nationale. Nationale. Oui. Et de la petite opération avec à peine une trentaine de personnes en 93, c'est devenu avec quelques milliers de volontaires. En 2008, c'est devenu une opération nationale. En 2013, une opération internationale. En tout cas, c'est très bien de rendre à César ce qui lui appartient, dans la mesure où souvent les auditeurs des radios ont l'impression que c'est une initiative de la radio algérienne, alors que ce n'est pas le cas. C'est l'association Récif qui est à l'origine de cette très belle initiative. La radio a démultiplié avec son formidable réseau. Et c'est ça, en fait, c'est une rencontre parfaite, une parfaite symbiose entre le mouvement associatif des entreprises citoyennes telles que la Sonelgaz et le réseau, le formidable réseau des radios locales qui est... Il y a 48 radios de wilaya, mais il y a 14 wilayas littorales. On a eu la chance aussi, grâce à la Sonelgaz et grâce au réseau de radio, de pouvoir bénéficier de wilayas qui n'ont pas de façade maritime. À l'exemple de Médéa, de Djelfa, de Sétif, de Blida, un peu plus à l'intérieur, qui, grâce aux œuvres sociales du groupe Sonelgaz, qui participaient régulièrement à cette opération, qui est un petit peu en hibernation à cause de la transition, de la migration du mois sacré de Ramadan el-Karim. Oui, parce que habituellement, c'était le dernier mois du mois dernier samedi du mois de mai. De mai, pour préparer la saison estivale. Mais bon, vous savez, il y a les examens de fin d'année, il y a le Ramadan, c'est pas toujours évident de pouvoir caler le dernier samedi du mois, mais bon, je pense que le Ramadan migre un peu plus vers le printemps, et donc je pense que les années à venir, on sera un peu plus présent. Au rendez-vous habituel. Exact. Très bien, donc cette année, ça a été décalé voilà, d'un mois, ce qui n'est pas mauvais. Oui, c'est ça. En principe, le samedi 30 juin, sauf cas de force majeure. Je pense que vous arriverez à avoir le même engouement, le même engagement de la part des plus fidèles aux éboueurs. En fait, l'appel est lancé. Oui, donc, soyez au rendez-vous samedi 30 juin. 30 juin, voilà, on le répétera dans un petit moment, le temps aussi de revenir sur l'action de l'association Twiza. Belkacem Hamid, ici présent, quand je lui ai annoncé que vous étiez sur le même plateau, donc a dit « Ah, mes aînés !» Il est humble. Hein. Oui, vous n'êtes pas aîné, en fait, vous avez démarré vos actions pratiquement au même moment. Au même moment, exactement. Oui, la prise de conscience était la même, sauf que l'action de Twiza est un peu plus élargie. Plus élargi parce que le concept Twiza, qui veut dire, c'est un concept ancestral qui incite les jeunes vers l'entraide et la solidarité. Oui. En matière d'environnement, on a commencé par exemple l'opération de nettoyage de plage, c'était en 1995. Oui. L'action a été lancée par une ONG italienne, elle s'appelait l'EKBNT. Donc c'était en 1900, ils ont déclenché la sonnette d'alarme à travers tout le pourtour de la Méditerranée. C'est toute la Méditerranée qui est touchée par la pollution. Et en plus, on a arranger nos actions, c'est des actions communes qu'on fait sensibiliser sur tout la baie de la Méditerranée. D'ailleurs, depuis 1995 à ce jour, l'association célèbre cette action à travers tous les différents endroits littoraux de l'Algérie. On a commencé de l'Est à l'Ouest et ça nous a vraiment plaisir de voir la naissance des milliers d'associations qui s'intéressent à la préservation de notre littoral. Par rapport aux actions, on fait partager plus les écoliers, parce que c'est très important de faire partager ces actions avec les enfants, avec les écoliers, et c'est de là que la sensibilisation des plus jeunes, c'est le plus important. Et je tiens à saluer les médias, parce qu'il y a le rôle des médias, et surtout agir sur le terrain, parce que la sauvegarde de l'environnement, il faut l'adhésion de tous. Tout à fait. Société civile, partenaires économiques, collectivités locales, etc. Tous ensemble pour la sauvegarde de l'environnement. Voilà, c'est vrai que l'école essaye, c'est-à-dire par le biais des clubs verts actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont initiés un petit peu dans le milieu scolaire, il y a cette tentative d'impliquer les enfants, mais l'association aussi apporte son grain de sel par tout ce qui est ludique. L'outil principal de votre action. Généralement, en matière dans notre système éducatif, il n'y a pas les sorties pédagogiques. Donc le renforcement des capacités des enfants à travers sur des actions réelles sur le terrain. Oui. C'est pour cela que les associations ils ont pris ce relais
et de joindre l'utile à l'agréable, de faire sortir les enfants. En même temps, c'est une sortie récréative, sympathique. En même temps, ça leur sensibilise à travers les actions que nous faisons et le programme. Et les enfants sont très présents pendant les actions des éboueurs de la mer. C'est carrément une action familiale. Ce sont des familles qui se déplacent. C'est une sortie familiale, mais on le fait au sein de l'association Récif tout au long de l'année. Il y a des conventions qui sont établies avec des écoles, mais aussi avec des associations pour ce qu'on appelle chez nous les journées bleues. Souvent le mardi après-midi, il y a des associations qui viennent avec des bambas, parfois aussi le samedi. Dernièrement, on a reçu une association très dynamique, nous saluons au passage, Amitié sans frontières. Et le programme est simple, quand c'est le samedi, on a un peu plus de temps. Oui, c'est le week-end. C'est le week-end. Donc, il y a d'abord une opération de tri de déchets sur la plage. Donc, on apprend aux plus jeunes. Pourquoi les plus jeunes? Justement parce qu'on ne fait qu'emprunter leur planète. Ce sont eux les décideurs de demain. Et le meilleur investissement que l'on puisse faire en termes d'environnement et de développement durable, c'est investir dans les générations futures. Absolument. Nous, les adultes, on est un petit peu tordus. C'est très difficile de rattraper quelqu'un qui est d'un certain âge, on va dire. Mais les enfants sont très persuasifs. Ils arrivent quand même à avoir des résultats avec les parents. La preuve, c'est qu'ils ramènent leurs parents. Donc, c'est déjà positif. Donc, ils font une opération de tri de déchets. On explique quelle est la biodégradabilité ou pas. Et quand on explique que, par exemple, aujourd'hui, le plastique, je suis désolé de le dire, mais le plastique colonise l'Algérie. Le plastique métastase l'Algérie. Et donc, la non-biodégradabilité du plastique doit être expliquée aux plus jeunes pour qu'ils puissent, avec leurs parents, avoir des gestes éco-citoyens. L'opération est suivie par la projection de films, des films qui sont primés au Festival mondial de l'image sous-marine qui a eu lieu chaque année, ce qu'on appelle le Cannes Junior. Et les enfants arrivent, on leur donne une grille d'évaluation des petits courts-métrages. C'est incroyable, mais ils arrivent tous à bien classer selon le schéma. Être unanime sur les choix. Sur les choix. Et ça se termine par la visite du Fort Turc parce qu'il y a une architecture assez spécifique et par une balade en mer quand la météo le permet. Donc c'est notre manière à nous, au sein de l'association Récif, d'investir dans les générations qui viennent. Dans les générations qui viennent, il faut rappeler aussi que cette journée mondiale célébrée par près de 100 pays a pour thématique cette année justement la lutte contre les déchets plastiques, la pollution plastique en l'occurrence, qui sévit toujours chez nous, hélas. Juste pour revenir par rapport à la journée mondiale de l'environnement, le pays hôte cette année, c'est l'Inde. C'est l'Inde, oui. Et parmi les problèmes de l'Inde, c'est la pollution plastique. Et même pour l'Algérie, c'est le même cas. Par rapport à l'Algérie, on a plus de 60% des polluants, c'est du plastique. Oui, on voit à l'image justement, qu'est-ce que c'est horrible de faire autant de sachets dans l'environnement. Je tire la sonnette d'alarme par rapport à quoi? Parce que malgré la réglementation qui existe, on trouve toujours des sacs en plastique, on trouve toujours des commerçants qui vendent des produits consommables dans des sacs noirs, des sacs toxiques, en fin de compte. Et même nous, en tant que consommateurs, normalement, on n'achète pas ces produits-là. Donc, normalement, il y a une nouvelle culture par rapport au respect et pourquoi pas bannir complètement le plastique et revenir aux sources, revenir au couffin algérien. Le couffin, le sac en papier, bien sûr, c'est pas le filet, tout ça, c'est pratique. Et puis voilà, ça reste, on n'est pas obligé de jeter, de polluer. Mais en fait, même l'action de se débarrasser des déchets ne se fait pas dans les normes. Il faut quand même rappeler que souvent on voit des automobilistes se débarrasser de leurs sachets par c'est malheureux. C'est un geste qui m'horrifie à chaque fois, c'est terrible. De par le métier que j'exerce, être journaliste, on se déplace à travers les 48 wilayas. Quand vous allez sur le plateau de la Scrème, à près de 3000 mètres d'altitude, vous allez trouver des sacs plastiques. Quand vous allez c'est nouveau, parce que les Touaregs sont très vigilants. Non, c'est pas les Touaregs, ce sont les gens qui ce sont les visiteurs. Ce sont les visiteurs, parce que les Touaregs sont très sensibles. Ils vivent dans un environnement qu'ils respectent, parce qu'ils savent ce que la nature leur procure. Donc ils sont très respectueux de l'environnement. Ce sont les visiteurs qui viennent pour la journée et qui laissent leurs déchets. C'est malheureux de le constater. On le voit sur le littoral. C'est le cas pour les plages, oui. Sur les plages, les forêts récréatives et tout. Mais en amont, la stratégie nationale en matière d'environnement
c'est une grosse faillite. Ça fait quand même une vingtaine d'années que les politiques disent qu'il y a élimination du sac plastique, mais d'un côté, le sac plastique est toujours là et le consommateur ne fait pas l'effort de le refuser. Il y a quand même une action qui gagnerait à être promue, développée, c'est l'interdiction formelle. Il faut aller vers la fermeture administrative des commerces qui proposent le sac plastique. Et l'exemple a été donné par le Rwanda qui a réussi l'éradication. La Mauritanie aussi fait de grands pas pour cette éradication. Même nos voisins aussi. Hein. Ce sont des pays africains, donc c'est possible quand même d'y arriver, mais avec un peu de volonté. C'était un exemple parce que c'est un pays qui a connu une guerre civile et que juste après, c'était quasiment tout le gouvernement qui descendait dans la rue le dernier samedi du mois pour procéder à des opérations de nettoiement de la ville. Et au jour d'aujourd'hui, il vous sera quasiment impossible d'aller juste la capitale, Kigali, et essayer de trouver un sac plastique parce que le législateur a bien fait les choses, mais la société a réagi, a contribué. Chez nous, malheureusement, il y a quand même un fossé entre ce que fait le législateur et la pratique sur le terrain. On le voit, on est dans le mois sacré de Ramadan el-Karim. C'est le mois où on produit le plus de sacs plastiques et ce sont le mois où on met dans la nature le maximum de sacs plastiques. De polluants. Et quand on arrive parfois dans des petites localités, on le brûle. Et quand on le brûle, c'est de la dioxine, c'est de la pollution, c'est très nocif pour la santé, pour l'environnement. Donc à un moment donné, on parle de sacs plastiques, nous qui sommes plongeurs, on le voit. Les méfaits du plastique sur sur le poisson, sur la faune marine, c'est quand même inadmissible de trouver des tortues de mer. Ça nous arrive de trouver même des petits cétacés qui s'étouffent avec les sacs plastiques parce que on essaie de faire des films sous-marins pour montrer les méfaits, les dangers, parce que il y a des wetsmar par dizaines sous l'eau. C'est vrai. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. De l'homme, c'est l'homme qui est à l'origine de tous ces dépassements, tous ces abus. Et bien sûr, Monsieur Mahdi Cherif Raïd Youssef est parmi nous, il est expert en économie verte, il nous dira vraiment pourquoi est-ce qu'on n'a pas, l'Algérie n'est pas parvenue encore à investir davantage dans le domaine de l'incinération des déchets. Heureusement, maintenant, il y a un ministère qui s'occupe de ça, c'est le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. Il y a des investissements dans ce sens, c'est bénéfique pour l'Algérie. Et je tiens à le dire parce que c'est un problème de culture aussi par rapport aux ressources qui sont générées par ces déchets. On a des mines d'or. Tout à fait. Wetsmar représente le tri serait s'il y avait un tri sélectif, s'il y avait... Et même par rapport aux emplois, j'ai fait une petite étude. D'ici 2020, si on investit dans tout ce qui est vert, tout ce qui est recyclable, tout ce qui est énergétique, vert et tout, renouvelable, on peut d'ores et déjà, d'ici 2020, absorber plus de 1 million d'emplois verts. Oui. Créer 1 million. Voilà. Créer de l'emploi, générer de l'emploi, générer de l'investissement, du générer rendement. Des ressources pour l'Algérie. Et des ressources pour notre pays. Au lieu de brûler du gaz. Le MAR, il y a une association qui est passée sur le même plateau récemment et qui récupère le marc de café pour en fabriquer de l'engrais naturel. Et ça, c'est très bien. Si tout le monde contribue à des actions pareilles, on peut ne pas le jeter, le marc de café. On peut ne pas le jeter le marc et créer une structure d'accueil pour toute cette matière première. Ou le mettre simplement dans son réfrigérateur et il va absorber toutes les mauvaises odeurs. Donc, très bien. Même pour la production de l'énergie électrique, au lieu de brûler du gaz, on peut l'exporter et brûler les déchets plastiques. Absolument. Mais en tout cas, on arrive presque au terme de la séquence. J'aimerais quand même qu'on la termine par des éléments d'information autour des programmes qui sont prévus pour la célébration de cette journée. Donc, pour ce qui est de votre association, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui et de quelle manière allez-vous marquer cette journée de sensibilisation? Puisqu'aujourd'hui, c'est le 5 juin, donc c'était la journée mondiale de l'environnement. Donc l'association, elle est habituée donc, à travers ses activités traditionnelles sur les actions de renforcement des capacités pour les enfants. Donc aujourd'hui, au CEM de Regaïa, donc on a projeté un film, donc il y aura un débat autour
de la pollution autour du plastique. Donc, très bien. Comment sensibiliser les élèves et les jeunes sur En tout cas, c'est une action qui est récurrente pour votre association Twiza, donc active énormément dans ce type d'atelier destiné aux enfants au cours de l'année. Et juste avant le mois sacré du Ramadan, on a fait une sortie aux plages de Reraya et on a nettoyé l'ensemble des plages avec les 3 écoles. La contribution des écoliers, c'est excellent. Anticiper l'action, parce que d'habitude on l'a. Vous le faites de concert avec les éboueurs. Le 28 mai, donc la fin, comme il y avait le Ramadan, donc on a célébré l'activité, c'était le 12 mai. Oui. Donc c'était à la plage de Régayet de Chott. Et ça absorbe l'oisiveté auprès de les franges de la société un peu juvéniles et les enfants. Oui. Et pour ce qui est de Recife, qu'en est-il de cette journée mondiale? Eh ben, il n'y aura rien du tout simplement parce que la plage de Tamin Foust est enfin propre, quasiment tout au long de l'année. Oui. En fait, c'est la première opération date d'il y a 25 ans, donc 25 ans, que ce soit le mouvement associatif à travers Recife et d'autres, on le voit aussi avec Twiza pour Régaya, les plages de plus en plus propres au début du mois de juin. Par contre, il va y avoir des actions de sensibilisation ce samedi au niveau du siège de l'association Recife, en direction toujours des petits, notamment ceux qui ont déjà terminé au niveau du primaire, les examens de 5e année primaire et le BEM. Donc, il y aura projection de films sous-marins. Toujours primé au festival Voilà qui est dit par rapport au programme des 2 associations. L'association Recife, représentée aujourd'hui par Hamid Belghessam, donc célèbre animateur, chroniqueur et journaliste donc radio et pas mal de choses encore à son actif qu'on n'a pas cité ce matin, hélas. Mais bienvenue et encore merci à vous, Mehdi Chérif, Raït Youssef et également Sofiane Khouri, président de l'association, respectivement donc d'abord membre et secrétaire général et puis président de l'association Twiza. Juste, je tiens à le dire, nous avons un très beau pays, on doit le préserver, on doit le protéger. Donc tous ensemble pour la protection de l'environnement. Voilà, prouvons notre amour pour la patrie. L'environnement, c'est l'affaire de tous. Absolument. Et tous unis contre le plastique. Et l'environnement, c'est le terre. Contre le plastique. Ne jetez plus, mesdames, messieurs, vos sacs en plastique et empêchez vos enfants de le faire, où qu'ils soient, où que vous soyez. Donc, soyez vraiment protecteurs vis-à-vis de cette Algérie qui est tellement belle et qui mériterait de rester ainsi.